Évidemment, on va maintenant parler sans transition de la méditation, qu'on utilise de plus en plus en médecine justement. Et Sophie est là un peu pour nous expliquer, alors, ce qu'on en fait en psychologie vraiment. Est-ce que déjà, Sophie, on peut définir ce qu'est la méditation? La méditation, c'est une façon de porter son attention dans l'instant présent, de conscientiser en se laissant traverser par ses pensées, ses émotions, ses impressions, ses sensations en particulier, de ses sens, sans s'y accrocher, sans vouloir les changer. Et j'évoque particulièrement la méditation pleine conscience en tant que psychologue, psychothérapeute, puisque c'est parmi les nombreuses façons de méditer, c'est une façon de méditer que l'on utilise dans la psychothérapie. À différencier justement de la méditation qu'on peut utiliser plus d'un point de vue spirituel, par exemple. Voilà, là, elle est tout à fait dénuée de spiritualité dans ce cas de figure. Elle est utilisée pour le moment particulièrement dans les thérapies, les TCC, les thérapies comportementales. Je trouve extrêmement intéressant de pouvoir l'utiliser aussi dans d'autres formes de thérapie. On va voir justement comment vous travaillez, mais j'ai un deuxième reportage à vous montrer pour illustrer cette vogue et cette mode quelque part de la méditation. Reportage et puis après on en discute pour voir comment effectivement on la décline en psychologie. Son cerveau intrigue, fascine même. Le moine bouddhiste Matthieu Ricard le prête régulièrement à la science. La méditation à laquelle il s'adonne depuis 40 ans en aurait ralenti le vieillissement. Comme ceci, vous m'entendez bien? Ah là, j'entends bien. Et cette pratique aurait d'autres bienfaits dans le domaine médical. Méditer pour guérir, Carole Joisson s'y astreint chaque jour. Tout a commencé ici à l'hôpital, alors qu'elle était soignée pour un cancer du sein. Ça m'a permis de mieux appréhender les séances de rayons. Pendant 20 minutes, on a les bras au-dessus de la tête et qu'on doit attendre que les rayons vous bombardent. Et on sait que c'est pour le bien, Et donc, moi, j'ai accueilli pendant ces 33 séances les rayons en méditant, en respirant, en m'imaginant sur une plage. Et j'ai eu aucun effet secondaire. Ça s'est super bien passé. Les scientifiques cherchent maintenant à démontrer que la méditation réduit les risques de récidive de certains cancers. Dès que je réalise que je ne suis plus centré sur l'instant présent, mais en train de planifier. À l'unité psychiatrique Sainte-Anne à Paris, cette voix qui résonne, c'est celle de Christophe André. 10 ans qu'il a fait entrer la méditation à l'hôpital pour soigner la dépression. La méditation, c'est un entraînement attentionnel, à ramener régulièrement son attention dans l'instant présent, dans ce qui est concret. Donc on va apprendre à respirer, à ressentir son corps, à écouter les sons. Et quand on sera bien enraciné dans le réel, alors on pourra mieux affronter les difficultés. La méditation améliore le fonctionnement du cerveau dit émotionnel. Il est aujourd'hui prouvé qu'elle présente des bénéfices équivalents à ceux des médicaments pour éviter la rechute dépressive. Les adeptes sont de plus en plus nombreux. La méditation n'est pas qu'un phénomène de mode, mais bien une révolution thérapeutique. Une révolution thérapeutique. Alors après, ce sera à discuter plus longuement si on en avait le temps, mais en tout cas, en matière de psychologie, on commence à comprendre au vu de ce reportage qu'effectivement, en fait, c'est une invitation à se recentrer. Oui, alors la personne, après son traitement de cancer qui a poursuivi son parcours de méditation, a prononcé un mot-clé, un mot important, c'est accueillir. Et puis Christophe André a prononcé un autre mot-clé, une autre formule clé, c'est s'ancrer dans le réel. Et donc ces deux facteurs, il a prononcé aussi le mot entraînement. La méditation, c'est un petit peu aussi comme l'hypnose, sauf que dans l'hypnose, il y a ce qu'on appelle la dissociation. Là, on est dans le réel, c'est un peu la psychologie de la conscience. C'est une façon de se réharmoniser, de se réancrer, de se réunifier et qui nous rend plus forts et qui nous rend plus souples à la fois quand on rencontre des difficultés psychologiques ou autres. Et même, ça peut avoir des effets bénéfiques pour des problèmes physiques.
Donc prendre du temps pour se centrer sur sa propre personne, pour après prendre du recul finalement sur le stress qu'on peut avoir, les troubles du sommeil. On comprend qu'en fait il peut y avoir différents impacts en fait sur son bien-être. C'est une façon de réapprendre ou d'apprendre à se connaître en voyant par quoi on est traversé. Donc très concrètement, vous avez en fait à utiliser la méditation dans certaines séances? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comment vous procédez alors? À un certain moment, les moments bienvenus pour ça, je vais proposer à la personne de se poser et puis de se laisser traverser, de faire ça curieuse, agréablement, de se laisser traverser par ce qui se passe là, au niveau de ses pensées, de ses impressions, et puis de sentir comment elle peut, dans certains moments qui précèdent des moments problématiques, par exemple, pourquoi pas, une problématique de boulimie, ou d'addiction ou autre, de crise d'angoisse ou que sais-je, de travailler de plus en plus en amont de ce qu'elle perçoit d'elle-même pour pouvoir prévenir. Et puis c'est vrai que la prévention, c'est quelque chose que la méditation peut intervenir en particulier dans les grandes maladies. Ça m'interpelle parce que on a remarqué avec mon ami Eric que beaucoup de femmes qui font des cancers du sein, ou des cancers même en général, sont des personnes qui sont toujours dans le don de soi aux autres et ne s'occupent jamais d'elles-mêmes. Vraiment, jamais d'elles-mêmes. Elles sont toujours données. Et là, ce que vous dites, c'est une sorte de réappropriation de son moi. C'est assez intéressant. Oui. Qui peut être confondu des fois, d'où la difficulté de certains patients, avec une forme d'égoïsme, alors que pour mieux s'occuper des autres, s'occuper bien de soi, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Ça paraît tellement logique en le disant, et en même temps, effectivement, c'est un travail sur soi au quotidien. C'est différent de l'égoïsme. Je vais me tourner quand même vers Serge, qui nous suit toujours depuis son logement de Rennes. On ne vous a pas oublié. Serge, est-ce que ça vous fait réagir un petit peu les propos que l'on tient ici sur ce plateau? Oui, c'était dans l'idée, je crois que les deux sujets se ressemblent et se rassemblent sur le fait d'être acteur de sa maladie, de son... Oula, je sens qu'il y a du son. Oui, on a un petit sifflement aussi, effectivement, je vous le confirme. Ouais. On vous entend. D'accord. Voilà, c'était l'idée d'être acteur et donc de bien faire attention de prendre le temps de faire les choses, d'être acteur de sa maladie, d'être acteur de tout ce que l'on fait au sein de notre vie professionnelle et associative, affective et tout ce que l'on veut, et prendre du temps pour soi. Voilà, c'est là-dessus. Prendre le temps. Oui, Sophie? Je vais réagir justement au mot acteur qu'il reprend et que c'est qu'on retrouve dans le titre sur votre couverture. C'est que du côté psychologie, psychothérapie, être acteur, c'est redevenir sujet d'une situation plutôt que de rester objet, c'est-à-dire subir. Et il est vrai que quand on change de posture de cette façon-là, ça permet d'affronter des traitements plus facilement, ça permet d'affronter, de diminuer les effets délétères d'une détresse. D'avoir plus d'énergie finalement pour combattre la maladie. Aussi. Vous parliez de déficience immunitaire, par exemple. Vous nous invitez